Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, polémique au Gabon, des membres de l'opposition estiment avoir été empêchés de voyager en partance de Libreville. Les autorités ont démenti. Débat autour de la succession du président Robert Mugabe à la tête du ZANU-PF. Les délégués du parti au pouvoir au Zimbabwe sont en congrès et doivent désigner leur futur leader. Et le financement reste la principale difficulté dans la création d'entreprises en Afrique. C'était d'ailleurs l'un des thèmes du Forum économique de la francophonie qui s'est achevé ce mardi. Ce sont donc deux versions différentes qui s'opposent au Gabon. Des membres de l'opposition, dont Jean Yéguédong, affirment qu'ils ont été empêchés de voyager dans la nuit de lundi à mardi, alors qu'ils souhaitaient embarquer pour Paris. Les autorités ont aussitôt démenti. Depuis, les opposants concernés ont pu rejoindre la capitale française, Ibrahim Ndiaye. Des membres de l'opposition gabonaise ont-ils été empêchés de voyager depuis Libreville en direction de Paris? Certains leaders politiques de l'opposition affirment avoir été bloqués à l'aéroport. Ils devraient assister à une réunion politique qu'organise la diaspora ce vendredi à Paris. Je n'ai pas été interpellé, j'ai tout simplement été interdit de voyager. Mais rien ne s'est passé. Je suis arrivé à l'aéroport et j'ai enregistré comme tout le monde. Et la police, sans rien me dire, et à la fin, il me notifie que je ne voyage pas. L'avion venait juste de partir. Et j'ai demandé, je ne pouvais pas voyager. L'officier de police m'a dit qu'il a reçu les instructions du procureur. Mais vérification faite, il n'y avait pas d'instructions données par le procureur. Et il m'a remis le passeport et puis mon bagage qui est quelques minutes déjà. Et je suis rentré chez moi. C'est ce qui s'est passé. Il y avait d'autres Gabonais, moi je n'en sais rien, mais il y avait d'autres Gabonais qui étaient dans la même situation que moi, qui ont subi le même sort. Je suis revenu à l'aéroport mardi soir et j'ai pu voyager. Des accusations balayées d'un revers de main par les autorités qui considèrent que ces allégations rentrent dans un plan de communication de l'opposition. Encore une fois, ce sont des déclarations qui visent uniquement à chercher à créer le buzz et parce qu'ils adorent créer le buzz. L'opposition au Gabon mène des activités sur le territoire librement. Ils tiennent des conférences de presse, ils tiennent des meetings, des causeries qui ne font l'objet d'aucun empêchement. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on empêcherait qu'ils voyagent. Le droit de voyager est libre au Gabon. Ils voyagent en permanence et nous ne voyons pas très bien pourquoi est-ce qu'on empêcherait. Maintenant, s'il y a des situations administratives des uns des autres, ça se gère avec les ministères concernés. Le gouvernement, le président de la République n'est pas concerné par cette soi-disant interdiction de voyager. Ces membres de l'opposition ont finalement pu gagner Paris où ils répondent à une invitation d'une réunion politique organisée le vendredi 5 décembre par la diaspora gabonaise. Rappelons que le scrutin présidentiel est prévu en 2016 au Gabon. En Guinée équatoriale, en octobre dernier, le président Teodoro Obiang Nguema a accordé une amnistie générale aux opposants politiques. Depuis, certains envisagent donc leur retour au pays. C'est le cas du parti Candidature Indépendante qui entend participer aux prochaines élections. Birama Saonera. En Guinée équatoriale, le parti Candidature Indépendante souhaite l'amélioration des conditions de vie des populations. Si pour les partisans du chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema Basogo, le bilan est satisfaisant avec de nombreuses réalisations, pour l'opposition, c'est le contraire. Gabriel Nseobiang Obono, leader du parti Candidature Indépendante, appelle le gouvernement équato-guinéen à accélérer la cadence pour le bien-être des populations. Il y a beaucoup de situations de pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Le plan d'éducation, il y a beaucoup de problèmes. Le secteur social, il n'y a rien ici. Après 13 ans passés en exil, le leader du parti La Candidature Indépendante veut défendre la liberté et le dialogue. Objectif, participer au processus d'enracinement de la démocratie en Guinée équatoriale. D'ailleurs, cette formation politique souhaite participer aux prochaines élections du pays. Nous pensons participer à l'élection présidentielle, mais si je gagne, c'est un grand programme par ce pays. La candidature indépendante de Guinée équatoriale, il a venu pour travailler, pour aider, pour faire changement dans ce pays. En novembre dernier, une rencontre de dialogue a été convoquée entre le gouvernement, les partis politiques légaux et les autres forces politiques de Guinée équatoriale non identifiées. Le but de cette rencontre était de légaliser les partis politiques conformément aux lois en vigueur dans le pays.
Le ZANU-PF, le parti au pouvoir au Zimbabwe, cherche son futur leader. Réuni en congrès, 12 000 délégués doivent désigner le successeur du président Robert Mugabe. Un congrès qui se tient quelques jours après l'éviction de plusieurs barons du parti. Ibrahim Ndiaye. La bataille pour la succession du président Robert Mugabe est lancée au sein de son parti, la ZANU-PF, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique. Au pouvoir depuis 1980, le chef de l'État Robert Mugabe n'a toujours pas désigné son successeur au sein de sa formation. Réunis en congrès, les 12 000 délégués du parti devraient trancher et trouver un nouveau chef. Parmi les noms évoqués figure celui de l'épouse du chef d'État, Grace Mugabe, âgée de 49 ans. Sur la succession, je crois que c'est son épouse, Grace Mugabe, la première dame, qui semble en mesure de prendre la succession de Mugabe, qui est plus ou moins présentée comme la dauphine. Donc là encore, est-ce que d'autres courants internes auront la parole lors de ce congrès pour opposer une autre direction aux ZANU-PF? Ça, je pense que ça va être un des enjeux. Il y a notamment la vice-présidente, Muruju Joyce, qui je pense lorgne sur le fauteuil présidentiel. Ensuite, j'imagine qu'il va y avoir des anciens dissidents ou des personnes qui ont été écartées un peu du parti au pouvoir qui voudront également proposer leur candidature. Ce conclave sera l'occasion d'apporter des réponses beaucoup plus profondes en ce qui concerne l'avenir de la ZANU-PF. Un congrès qui se tient quelques jours après l'éviction de plusieurs de ses poids lourds. J'imagine que déjà la question de la succession de Mugabe, déjà ça va être de voir comment le parti au pouvoir va rester soudé par rapport à l'opposition. On sait que lors des derniers scrutins, l'opposition a contesté plus ou moins la légitimité de Mugabe et sa victoire. Donc je pense que ça va être la question de savoir si la ZANU-PF, qui est déjà une scission de la ZANU originelle, va éclater ou pas avec la disparition, certainement dans les années qui viennent, de Mugabe. Il a au moins 90 ans. Je pense que le grand défi qui se pose aujourd'hui pour le Zimbabwe, c'est quel mode de succession si Mugabe disparaît demain. Parce que là, il est arrivé à un âge où il peut malheureusement disparaître très rapidement. Donc comment s'organise la vacance du pouvoir? Je crois que ça va être vraiment l'un des grands enjeux, plus que des enjeux idéologiques en tant que tels. Le dernier mandat du chef de l'État, Robert Mugabe, s'achève en 2018. Il aura alors 94 ans. Ce congrès de la ZANU-PF fermera ses portes ce samedi 6 décembre. Le financement des entreprises reste une difficulté majeure sur le continent. C'était d'ailleurs l'un des thèmes du premier sommet économique de la francophonie qui s'est achevé ce mardi au Sénégal. Les participants se sont penchés sur les faiblesses des dispositifs dans l'espace francophone. Un reportage de notre correspondant El Hadjaï. En Afrique, l'accès au financement est un problème central pour les entreprises et particulièrement pour les jeunes entrepreneurs. Difficultés de mise en œuvre, manque de créativité, espace juridique peu favorable, autant de mots qui freinent le financement des entreprises dans l'espace francophone. C'est pour faire face à cette situation que les acteurs financiers du monde francophone se sont réunis à Dakar ce mardi dans le cadre du premier forum économique de la francophonie. Contrairement à l'univers anglophone, l'espace francophone ne propose pas de dispositifs de financement assez variés selon les acteurs présents à ce forum. Il faut reconnaître effectivement que dans l'espace anglophone, il y a beaucoup plus de diversité d'instruments financiers qui ont été créés au cours de ces, disons, 50 dernières années. L'espace francophone gagnerait à utiliser des produits financiers qui ont été développés ailleurs, dans d'autres espaces. Il s'agira aussi d'harmoniser tout l'arsenal juridique et judiciaire pour pouvoir adapter certains types de produits. Malgré ces contraintes pour accéder aux sources de financement, des solutions alternatives sont proposées. La Maison Finance en fait partie, selon Jean-Luc Conan. La Maison Finance, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le chaînon manquant entre la finance dite traditionnelle, disons les banques, et la microfinance qui s'attaque, ou même la nanofinance qui s'attaque vraiment à la très petite finance. Alors c'est le financement typique des PME, et TPE et particuliers porteurs de projets. La Maison Finance aujourd'hui, pour le résumer en chiffres, c'est 90% des emplois productifs dans nos pays et seulement 5% des accès au financement.
Un autre sujet débattu lors de la rencontre de Dakar, le développement du partenariat public-privé au sein de l'espace francophone. Dans de nombreux secteurs tels que les infrastructures, l'agriculture, l'éducation ou encore le développement à la base, des mécanismes de partenariat existent déjà. Mais sur ce point, il y a également une différence substantielle entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, selon les observateurs. Du sport à présent, le tirage au sort pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015 a eu lieu ce mercredi. La composition des groupes est donc désormais connue pour la compétition qui se déroulera du 17 janvier au 6 février prochain en Guinée équatoriale. Ibrahim Tindiaye. Toute l'Afrique avait les yeux rivés sur Sipopo en Guinée équatoriale ce mercredi 3 décembre pour cause le tirage au sort de la CAN 2015. C'est chose faite, les 4 poules de la compétition continentale sont officiellement connues. Un tirage qui semble a priori clément pour certaines équipes et difficile pour d'autres. En match d'ouverture, la Guinée équatoriale, pays hôte, s'opposera au Congo. Le groupe D est composé de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et déjà vu comme le groupe de la mort. Je pense que ce tirage au sort a été très bien. Je dirais que le groupe D, donc le groupe de la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et le Cameroun, me semble vraiment un peu costaud. Donc, il y aura des très bons duels dans ce groupe et on verra vraiment un très bon match parce que les sélections qui sont là-bas sont composées des joueurs expérimentés, des joueurs talentueux, des joueurs qui évoluent tous, je pense, quelques-uns en Europe et ça va être un groupe très intéressant. Ensuite, je dirais le match d'ouverture, la Guinée équatoriale et le Congo. Bon, la Guinée va faire de son mieux parce que elle ne s'est pas préparée. Dans le groupe C, les Lions de la Teranga du Sénégal seront confrontés au Ghana, à l'Afrique du Sud et à l'Algérie. C'est un groupe équilibré. On a déjà le Ghana, on a le Sénégal, on a l'Afrique du Sud, on a aussi l'Algérie qui a fait une très belle Coupe du Monde. Donc, dans ce groupe-là, on a vraiment des sélections qui sont très équilibrées, des équipes très performantes. Ce groupe-là aussi est très solide. Et je pense qu'on verra aussi des très bons matchs dans ce groupe-là, surtout le Ghana. Le Sénégal aussi, donc, qui a une très belle équipe, a des très bons joueurs qui évoluent aussi en Europe. Je crois sincèrement que ce serait vraiment des beaux matchs dans ce groupe-là. Désormais, c'est tout un continent qui attend le coup d'envoi de la phase finale de cette CAN 2015 qui se déroulera du 17 janvier au 8 février. 4 villes de la Guinée équatoriale devraient accueillir les rencontres de la plus prestigieuse compétition africaine, à savoir Malabo, Bata, Ebibeyin et Mongomo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.